Donc, la dernière présentation, on reçoit Pierre-Luc Deschantal avec sa présentation intitulée Tout le monde écoute? Avec sa présentation intitulée Comment le cerveau produit-il des idées créatives? Pour le présenter, Pierre-Luc est nouvellement professeur en psychologie à l'Université du Québec à Montréal et également membre régulier de l'Institut des sciences cognitives. Son équipe du laboratoire CREO s'intéresse, entre autres, aux déterminants cognitifs et métacognitifs du processus créatif. Accueillons Pierre-Luc. Bonjour tout le monde, il faut que je me dise avec le micro, mais c'est pas si mal que ça. Sinon, dans les cours, il n'y a pas de micro, ma voix porte assez. Donc, c'était deux excellentes présentations. J'espère que ma présentation va être à la hauteur des deux autres. Là. Ah, mais merci. Je n'avais pas pensé. J'ai tendance à bouger en plus. J'espère que je vais me contenir. Écoutez, je me ramasserai là-bas, là, au bout de la pièce en parlant. Ah, mais on m'a dit que non. On m'a dit que c'était pour le Zoom. Enfin. Alors, bonjour tout le monde. C'est une belle introduction. Là. Mon nom est Pierre-Luc Deschantal. Je suis professeur au département de psychologie à l'UQAM. Et aujourd'hui, on va jaser de créativité. Donc, quand je parle de créativité aux gens dans mon entourage ou à vous ici, à l'entour d'une bière, les gens vont souvent me poser deux types de questions, le quoi et le qui. Donc, souvent, c'est le quoi. Quoi tu t'intéresses? Est-ce que tu t'intéresses à la musique, à la peinture, à la danse? Comme si la créativité était un peu réservée aux activités créatives, aux activités artistiques. Pourtant, la créativité est utilisée dans plein d'autres domaines. Elle est utilisée en sciences, en mathématiques et même pour jouer aux échecs. L'autre question qu'on me pose bien souvent, c'est à qui tu t'intéresses? Comme si la créativité était réservée aux gens d'exception, les grands peintres, les grands inventeurs. Dans le monde de la recherche, on appelle ça la créativité du grand C, la grande créativité. Donc, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être un grand peintre ou un grand inventeur pour utiliser la créativité. Et c'est à cette forme de créativité que je m'intéresse dans mon laboratoire de recherche. C'est la petite créativité. Celle que vous utilisez, vous et les enfants, au quotidien, pour résoudre des problèmes, trouver un nouveau jeu à l'entour d'une bière avec des amis, briser vos habitudes, trouver des nouvelles recettes, trouver des solutions à des problèmes de la vie quotidienne qui sont parfois originales, utiles et qui méritent un post Instagram ou pas. Donc, des fois, on a des bonnes idées. Ça peut être très original. Je ne vous conseille pas de remplacer votre pommeau de douche par une canette de bière, là, même si vous n'avez pas assez de sous pour vous acheter un pommeau, comment on appelle ça, un pommeau de pluie. Là. Enfin, c'est des idées très originales, mais pas très utiles, hein, un peu stupides. Donc, quand on parle de créativité, on s'intéresse aux idées qui sont originales et utiles. Donc, aujourd'hui, je vais parler non pas du quoi ni du qui, mais je vais parler du comment. Comment votre cerveau produit des idées créatives. Donc, il y a une étude très récente réalisée avec plus de 1000 participants à travers le monde qui se sont questionnés sur la vision de ces gens-là de la créativité. Mais saviez-vous qu'il y a environ 50% des gens, donc ça, c'est à peu près la moitié ici, là, pensent que la créativité se déroule dans l'hémisphère droit du cerveau, uniquement. Vous avez peut-être déjà vu les petits tests là, sur Instagram ou sur Facebook. Est-ce que vous êtes plus cerveau gauche, cerveau droit? En fait, la recherche en neurosciences n'appuie pas du tout cette vision-là. Et même, ça va plus loin, la recherche en neurosciences montre que les processus cognitifs utilisés pour la grande créativité, celle des grands peintres et des grands inventeurs, sont à peu près les mêmes que les processus cognitifs utilisés pour la petite créativité. La différence entre les deux types de créativité, c'est le degré d'expertise. Un peintre, Einstein, avait une très grande expertise et avait beaucoup de pratique. Donc, mais quels sont ces processus cognitifs-là? Et pour les étudier, il faut d'abord mesurer la créativité. Et il existe plusieurs épreuves dans le monde de la recherche pour mesurer la créativité. En voici une qui est très populaire. Donc, disons que je vous donne accès à 3 items. Une chandelle, des punaises et des allumettes. Et je vous demande une petite tâche qui paraît très simple, mais très compliquée à la fois. Essayez de fixer la chandelle sur le mur et de l'allumer. Là, je vous laisse, je sais que je suis limité dans le temps, mais je vous laisse 10 secondes pour essayer de réfléchir. Comment vous pouvez faire ça? OK, on a atteint les 10 secondes. La majorité des gens, en fait, même après plusieurs minutes, ne trouveront pas la réponse.
Ils se butent toujours à la même idée, ils vont essayer d'accrocher la chandelle avec les punaises. Et à un certain moment, certaines personnes vont avoir une élimination, hein, le moment le AA, c'est le moment AA. Ils vont réaliser qu'ils peuvent plus simplement enlever de la boîte les punaises, utiliser la boîte et fixer la boîte pour mettre la chandelle et l'allumer. Donc, les tâches de créativité qu'on utilise dans les recherches habituellement impliquent ce changement de perspective-là. Hein? Ça implique de briser les habitudes. Mais ici, ça va, il y a une seule solution. Mais dans le quotidien, quand on essaie de résoudre des problèmes, il y a souvent plusieurs solutions. Donc, on va utiliser bien souvent dans la recherche d'autres types de tâches, des tâches qu'on appelle de pensée divergente. La pensée divergente, c'est la liberté de produire plusieurs idées alternatives dans un problème. Et ce qu'on utilise bien souvent, c'est cette tâche-ci. Comment utiliser une brique? Comment être original avec une brique? Comment être original avec un objet de la vie quotidienne? Donc, bien sûr, vous pouvez penser à construire des choses. Vous pouvez construire un pot de fleurs, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser la brique pour soutenir des livres. Ici, les deux briques sont colorées. On peut aussi garder en tête cette propriété de la brique, en fait qu'elle est lourde, pour tenir au sol des ballons lors d'une fête d'enfant. Ou, il y a certaines briques qui sont munies de trous et on peut y déposer des chandelles pour un petit souper en amoureux. On va penser à des possibilités alternatives ici. Et c'est comment votre cerveau, dans ce contexte-là, va produire des idées créatives. Donc, on va voir une série de phénomènes qui permettent vraiment de bien comprendre comment le cerveau fonctionne. Le premier phénomène qui est vraiment hallucinant, c'est l'effet d'incubation. Ça arrive quand vous êtes sur un problème et que vous êtes distrait, vous avez tendance à produire des idées plus créatives. Hein, et c'est un peu contre-intuitif. Dans la distraction, les pauses, ça ne devrait pas venir à plus de créativité, on ne pense pas à la tâche. Et comment on fait pour mesurer ça dans la recherche? On prend un groupe de participants, on leur fait faire une épreuve de créativité, on prend la moitié d'entre eux, aléatoirement, et on leur dit, là, prenez une pause, vous faites autre chose. Bien souvent, ce qu'on leur fait faire, c'est des exercices de rotation mentale, ou n'importe quelle autre activité qui n'est pas trop ennuyante, mais surtout qui empêche la personne de penser à l'épreuve de créativité. Ensuite de ça, on demande aux gens de revenir à l'épreuve, et des gens qui ont fait la pause sont en général plus créatifs que ceux qui n'ont pas fait de pause. C'est assez étonnant quand même. Mais comment expliquer ça? Donc, le modèle le plus populaire dans la recherche en psychologie, c'est celui du travail inconscient. Ça repose sur l'idée que dans votre cerveau, vous avez des concepts. Et ces concepts-là sont reliés entre eux sous forme de réseau. Quand vous pensez à une idée, quand vous essayez de résoudre un problème, il y a une idée souvent qui vous vient en tête. Et cette idée-là va activer un réseau. C'est comme un effet domino. Cette idée va activer un réseau, qui va activer une autre idée, qui va activer un nouveau réseau. Et éventuellement, on va se rendre à une idée créative qui est éloignée dans le réseau. Donc, dans l'effet d'incubation, l'idée, c'est quand on n'est pas concentré dans la tâche, votre cerveau continue de fonctionner inconsciemment et n'est pas sujet à l'interférence que vous pouvez faire quand vous contrôlez vos pensées. Donc là, j'en viens à un premier truc issu de la recherche. Faites des pauses. Distrayez-vous, c'est un peu contre-intuitif, mais laissez votre cerveau travailler à votre place. Allez prendre une petite douche pendant votre travail. Enfin, pas votre travail sur le travail, mais quand vous travaillez à la maison, là, quand vous ne retournez pas chez vous prendre une douche, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un autre phénomène qui est très robuste dans la recherche, c'est ce qu'on appelle l'effet sériel. Et ça, c'est très fort et c'est très répliqué dans la recherche. C'est l'idée que quand on essaie de résoudre un problème, dans les premiers moments de la tâche, on produit plein d'idées, très rapidement. Et ces idées-là sont peu originales. Et c'est seulement après un certain temps que les idées originales embarquent. Mais comment expliquer ce phénomène-là? Donc, il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'effet domino qu'on vient de voir. Hein, votre cerveau, ça prend du temps, il doit propager l'activation. Les concepts doivent s'activer automatiquement. L'autre mécanisme, c'est un mécanisme contrôlé basé sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et on en a parlé un peu tantôt. Donc, les fonctions exécutives, c'est les processus cognitifs que vous utilisez pour contrôler vos pensées, retenir une liste d'épicerie, réfréner vos impulsions. Par exemple, vous voyez l'image ici du joli éléphant, et je vous demande une tâche fort simple, pensez à un autre animal. Spontanément en tête, vous allez avoir l'éléphant qui vient en tête. Vous allez devoir inhiber, réfréner ce concept-là pour penser à un nouvel animal. Vous allez devoir vous concentrer. Et ce mécanisme-là arrive aussi dans le processus créatif. Donc, en parallèle du travail inconscient, l'effet domino, vous devez contrôler vos pensées. Si je vous demande
de produire plusieurs utilisations alternatives d'une brique, vous allez penser tout d'abord à construire quelque chose. Vous allez devoir contrôler, développer des nouvelles stratégies, inhiber ces idées-là pour produire des idées plus créatives. Et heureusement, plus on produit d'idées, plus que c'est facile d'avoir un contrôle sur nos pensées. Ça m'amène, je crois, à mon prochain truc. Je suis plus sûr de mes slides. Donc, persévérer. La créativité, ça prend du temps. Chaque idée, je dis ça souvent à mes étudiants quand ils butent à des idées qui sont redondantes, chaque idée est une inspiration pour la prochaine. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des idées plus originales. Il faut persévérer, changer de stratégie. Comme disait Thomas Edison, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai juste trouvé 1000 solutions qui ne fonctionnent pas pour créer une ampoule. Et c'est la même chose avec la créativité. Donc, quand on est créatif, il faut savoir quand on n'est pas créatif pour changer de stratégie. Donc, avec une ampoule, c'est assez facile. Si j'essaie de faire une ampoule, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. L'ampoule, elle allume ou elle n'allume pas. Avec la créativité, c'est plus nuancé. Qu'est-ce qu'une idée créative? Donc, moi, le troisième phénomène que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on étudie dans mon laboratoire. C'est la rétroaction. C'est l'idée que quand on est créatif, il faut allumer l'évaluation de la créativité avec la production d'idées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Les gens ont tendance à surestimer la créativité de leur idée. Si les gens pensent que leur créativité sont plus leurs idées sont plus originales qu'elles sont réellement, ils vont se buter à un mur. Ils doivent évaluer leur créativité et changer de stratégie. Donc, on évalue dans mon laboratoire une intervention par la rétroaction qui vise à accompagner les gens pour les aider à évaluer leur créativité en temps réel. Mais comment faire ça? Donc, avec un collaborateur à l'Université Denver, on a développé un algorithme qui permet d'évaluer l'originalité en temps réel des idées par les participants dans une étude. Comment ça fonctionne? C'est qu'on prend des millions de lignes de texte sur Internet, basées sur la langue anglaise. Ça peut être des lignes de texte dans les livres, dans les journaux, et on regarde à quel point les mots co-occurrent ensemble, à quel point un mot vient souvent avec un autre mot. Et on dérive un certain score qu'on donne aux participants par la suite. Donc, je vais vous donner un exemple. L'éléphant de tantôt. Je sais que vous avez encore l'éléphant en tête. L'éléphant est gros. L'éléphant est gros, le concept de gros, vient souvent dans la littérature anglaise avec le mot éléphant, soit c'est dans la même phrase, dans le même paragraphe. La distance, elle est très courte. Si je pense au mot cirque, la distance est un peu plus éloignée. On sait qu'un éléphant est lié avec un cirque, mais cirque est moins fréquent avec le mot éléphant que le mot gros. Donc, la distance, elle est un petit peu plus grande. Et si je pense à associer éléphant avec le mot trésor, alors là, trésor n'est pas souvent associé avec le mot éléphant, donc la distance va être plus grande, l'originalité va être plus élevée. Donc, on utilise ce système-là, cet algorithme-là, pour donner la rétraction aux gens. Donc, si je leur demande aux gens de produire des utilisations alternatives d'un soulier, que quelqu'un me réponde, on peut utiliser le soulier comme mitaine pour se réchauffer les mains, ce n'est pas une idée qui est très originale selon le système. C'est quelque chose d'assez redondant que les gens tirent de leur quotidien bien souvent. Donc, vous avez tous déjà fait ça, mettre vos mains dans un soulier. Mais par contre, si quelqu'un dit qu'on peut utiliser le soulier comme capsule temporelle, on peut la mettre dans le sol, alors là, ces concepts-là, dans la langue anglaise, sont très loin du mot soulier. Donc, l'originalité, elle est plus grande. Et ce qu'on voit, on recrute plusieurs participants. Dans notre étude, on en avait 150. La moitié d'entre eux, on va leur donner une rétroaction. Tout de suite après qu'ils donnent une idée créative, on va leur dire à quel point cette idée-là est créative. La ligne du haut, c'est ceux qui ont reçu une rétroaction. On fait voir qu'avec le temps, la créativité des gens s'améliore. Mais ceux qui reçoivent l'information sur leur créativité sont de manière consistante meilleurs que les autres. L'idée ici, c'est aider les gens à évaluer leur créativité, ça leur permet de changer de stratégie. Donc, un dernier truc, cherchez la rétroaction continuellement. Demandez aux autres, votre entourage, est-ce que c'est créatif? Est-ce que c'est approprié? Ne rentrez pas dans le piège de surestimer ou même des fois de sous-estimer vos idées. Donc, pour faire très vite, je sais que le temps est très limité. La recherche en neurosciences montre qu'il y a deux systèmes qui sont impliqués. Un système inconscient, d'effet domino, et un système contrôlé. Et comme vous pouvez voir ici, c'est à la fois les hémisphères droit et gauche du cerveau qui sont utilisés. C'est tout le cerveau qui est sollicité quand on est créatif. Donc, pour briser un peu le mythe, non, ce n'est pas vrai que la créativité se déroule dans l'hémisphère droit. Donc, en résumé,
Faites des pauses, distrayez-vous, laissez votre cerveau travailler pour vous. Donc, toujours plus, persévérer. Chaque idée est une inspiration pour la prochaine. Et finalement, cherchez une adéquation, changez de stratégie, soyez à l'affût et soyez consciemment créatif. Merci. Merci Pierre-Luc. Donc, j'inviterai encore une fois les gens à venir poser leurs questions au micro. Si possible, Pierre-Luc, juste répéter, comme le fait Laurent François, la question pour demander au micro. Merci gros, Pierre-Luc, pour la présentation. Je pense que ça ne vaut pas assez bien de présenter une première fois en personne. La dernière fois qu'on t'a reçu, c'était durant la pandémie, complètement en ligne. Donc, c'est le fun de le voir en chair en net. Merci pour la présentation. Ma question est la suivante. Tu parles de la pensée créative, puis sortir un peu des standards communs qu'on peut faire dans l'objet, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui seraient exposés un peu un paradigme, des réflexions créatives qui seraient plus enclins à avoir des raisonnements créatifs? C'est une excellente question. La question se rapporte, est-ce que exposer des gens à des contextes créatifs, à ce genre de tâches-là, si je comprends bien, hein, des contextes où on demande aux gens de générer plusieurs possibilités? Bon, c'est une excellente question. Il y a plusieurs programmes d'intervention qui visent à développer ces habiletés-là, surtout chez les jeunes et en milieu avec les entreprises. On leur fait faire des tâches de pensée divergentes en espérant que les gens vont être plus facilement créatifs hein, dans leur travail ou à l'école dans d'autres domaines. La recherche, malheureusement, montre qu'on est capable d'améliorer la créativité, mais juste sur les exercices qui sont entraînés. Ça, c'est un petit peu dommage, le problème de la généralisation. Ça, c'est pas juste bon pour la créativité, c'est dans tous les domaines en sciences cognitives. On veut essayer d'améliorer le contrôle cognitif, on va essayer d'entraîner les gens à faire des tâches, tu sais, vous savez, les applications mobiles de rester éveillé. Les gens deviennent meilleurs à ce genre de tâches-là, mais généralisent très peu leurs habiletés dans d'autres contextes. Donc, malheureusement, faire des exercices répétés de créativité, ça risque de pas vraiment mener à la créativité à l'extérieur dans d'autres contextes. Il y a très peu de généralisation. C'est un peu dommage. Je pense que la recherche n'est pas assez mûre pour se rendre là. Voilà. Salut, par rapport aux distractions dont vous avez fait mention dans votre présentation, je veux savoir, est-ce que par rapport aux distractions, est-ce que, mettons, regarder son cellulaire ou peu importe, genre, stimuler son cerveau pendant les pauses et aussi comme une source pour stimuler la créativité ou c'est vraiment plus, mettons, l'ennui ou comme juste du temps de repos pour le cerveau qui va permettre l'émergence de plus de créativité, en fait. Il y a beaucoup de littérature qui documente ce phénomène-là, qui l'ont examiné sous tous ses coutures. Et ils ont regardé le type de tâches dans la pause, quel type de tâches mène à plus de créativité. En général, il ne faut pas une tâche ennuyante, il faut garder le cerveau actif, il faut que le cerveau soit distrait. Et on peut aller, je disais tantôt, aller dans la douche, mais quand on va aller dans la douche, faire une pause, on va continuer bien souvent à penser. Hein, c'est un nouveau contexte, ça se peut que ça aide la créativité, mais ce n'est pas tout à fait ce phénomène-là. Et l'idée, c'est vraiment d'arrêter de penser. Il y a des chercheurs qui ont proposé l'explication que peut-être que quand on fait faire une pause, les gens continuent seulement à réfléchir de temps en temps à la tâche. Donc, ils ont un contrôle et ils reviennent, ils sont meilleurs parce qu'ils ont continué à y penser de manière intermittente dans la pause. La recherche montre que ce n'est pas ça le phénomène, parce que si c'était le cas, les gens seraient moins bons à la tâche intermittente. Donc, si on leur fait faire des puzzles, ils vont être moins bons dans les puzzles, hein, parce qu'ils ont moins de temps pour penser aux puzzles s'ils pensent à la tâche créative. La recherche montre que non, les gens qui font cette tâche-là, ils sont autant meilleurs que ceux qui... la performance de ceux qui font la pause, le puzzle est la même que s'ils ne faisaient pas la tâche de créativité, finalement. Donc, les gens, vraiment, l'idée, c'est de se désengager de l'activité créative et d'entamer un nouveau processus complètement. Je pense qu'il faut rester éveillé. Je ne connais pas assez bien la profondeur de toute cette littérature-là pour dire il faut faire des sudoku ou il faut faire telle ou telle chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester ennuyé. Il faut que votre cerveau soit occupé. OK, super, super intéressant, merci. Allô?
Je me demandais si vous avez présenté des tâches qui sont quand même simples, la brique, faire un puzzle. Est-ce que ça s'applique aussi pour des tâches qui sont plus complexes comme écrire un article ou faire un podcast? Est-ce que ça peut aussi faire plancher à ce moment-là? Merci pour la question. C'est effectivement une excellente question. Effectivement, les tâches qu'on utilise en psychologie cognitive, dans mon approche, à moi, c'est des tâches qui sont très simples. Puis à la limite, c'est pas très écologique. Ça ne représente pas vraiment la créativité au quotidien. Hein. Penser à l'utilisation alternative d'objets, c'est pas vraiment à 100% la créativité. Ça c'est vrai. Mais c'est un bon indicateur du potentiel créatif. Ceux qui performent bien à ces tâches-là sont en général créatifs dans la vie au quotidien. Ensuite, des tâches plus complexes, il y en existe très peu. Puis, quand on complexifie les tâches, exemple, écrire un article scientifique ou un article quelconque, les gens ont d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Quand on est créatif, c'est pas juste une question de processus cognitif, hein, c'est une question de motivation à être créatif. Il y a beaucoup d'éléments de la personnalité qui viennent changer comment quelqu'un est créatif. Donc, quand tu écris ton article, si tu n'es pas très motivé, et ça se peut que tu ne sois pas créatif, il faut être motivé à être créatif. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de recherches sur des tâches qui sont beaucoup plus compliquées. Parce qu'on essaie de simplifier les processus. Mais c'est une excellente question. J'aimerais ça voir des tâches plus complexes. Mais je pense qu'une partie des phénomènes qu'on peut généraliser à des tâches plus complexes. Mais il faut faire attention quand on fait ça. Ouais. Mais c'est une excellente question. Allô? Du coup, j'ai comme... Excuse-moi, j'ai complètement oublié de traduire les questions au fur et à mesure. Là. C'est écrit dans le chat. Tu l'as écrit dans le chat. Je suis vraiment désolé, j'ai complètement... Je sais que c'est ça qui est plus difficile, effectivement. Ça prend une émission. Ça prend l'inhibition et tu contrôles. Du coup, j'ai déjà eu comme des éléments de réponse, mais je me demandais, est-ce que dans la littérature, on sait s'il y a une potentialité maximale au niveau de la créativité ou il y a une potentialité d'entraînabilité qui est vraiment élevée là, dans la même. Je vais te demander de répéter la question, je ne suis pas certain d'avoir compris. Est-ce qu'il y a une notion de potentialité, c'est-à-dire que comme certains individus vont être limités par, je sais pas, comme leur connexion, leur cerveau ou même leur entraînabilité quand ils étaient plus jeunes, ou on peut vraiment entraîner tout le monde et arriver quand même à un certain stade d'amélioration pour la créativité. OK, donc la question se rapporte, est-ce que les gens il existe un potentiel créatif chez tout le monde? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus limitées au plan de la créativité que d'autres? Est-ce qu'on peut entraîner cette créativité-là en général? En fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a des différences individuelles, étant donné que la créativité origine du cerveau, hein, des structures corticales. Il y a des différences individuelles. Des gens qui ont des lacunes. J'imagine, je ne connais pas bien la littérature, mais quelqu'un qui a un TCC, probablement qu'il va avoir de la difficulté à exercer le contrôle cognitif nécessaire pour être créatif. Il y a certains troubles neurodéveloppementaux où les fonctions exécutives sont atteintes. Probablement que ces jeunes-là vont avoir plus de difficultés à être créatifs. Et je pense qu'on le voit, ce n'est pas tout à fait la littérature que je connais. Mais tout le monde a un potentiel créatif. Et je pense que ce potentiel-là peut être entraîné. Mais encore une fois, pour ramener à la question d'Alexis, je pense qu'il faut être très réaliste sur le degré de la capacité des chercheurs ou des gens à développer des programmes qui entraînent la créativité en général. Mais c'est une excellente question. Imagine que j'ai déjà eu aussi des éléments de réponse sur la motivation. Mais je me demandais, est-ce qu'on est comme juste créatif égal dans tous les domaines quand on l'est, ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont être plus créatives dans certains domaines que d'autres? À quel point est-ce que justement la personnalité et la motivation peuvent aller affecter ces performances-là? Donc, la question, c'est est-ce que les gens sont créatifs dans tous les domaines? Ou quand quelqu'un qui est créatif, est-ce qu'il a tendance à être créatif dans plusieurs domaines? Et est-ce qu'il y a des éléments de la personnalité qui viennent moduler cette créativité-là? C'est ça la question. Oui, au niveau de la motivation. En fait, quand on évalue la créativité avec moi, j'étudie la créativité d'un point de vue cognitif. Donc, c'est des épreuves cognitives. Mais on évalue aussi l'accomplissement créatif des gens. Donc, ça va être des échelles auto-rapportées où est-ce que sur plusieurs dimensions, on va demander à quel point la personne excelle et est capable d'être créative. Et souvent, il y a plusieurs domaines. Il n'y a pas juste les domaines artistiques. Il y a aussi en sciences, il y a aussi en mathématiques. Donc, la créativité est couverte sur plusieurs domaines. Et en général, les gens peuvent être très créatifs dans un domaine et pas du tout créatifs dans un autre.
Parce qu'effectivement, la créativité, c'est pas juste une question de processus, c'est une question d'expertise aussi. À quel point on connaît bien notre domaine. Hein? Un peintre qui vient de commencer est probablement moins capable de puiser dans son processus créatif qu'un peintre novice qui vient de commencer. Hein? Donc, actuellement, les gens peuvent être créatifs dans plusieurs domaines, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Souvent, il y a une hétérogénéité à ce niveau-là. Sur le plan de la personnalité, la dimension de la personnalité qui est le plus associée à la créativité, c'est ce qu'on appelle l'ouverture à l'expérience. L'ouverture à l'expérience, c'est une des composantes de ce qu'on appelle en anglais le Big Five. Donc, c'est des théories de la personnalité, que la personnalité des gens serait sur 5 composantes, et l'ouverture à l'expérience, c'est une de ces composantes-là. C'est la capacité à aller chercher des alternatives, à s'intéresser notamment aux arts, mais pas juste aux arts. Donc, c'est associé vraiment à une ouverture d'esprit. Et ceux qui sont plus ouverts d'esprit, qui, en général, ont un score élevé sur cette dimension de la personnalité, sont en général plus créatifs dans plein de domaines. Donc, oui, il y a des éléments de personnalité qui viennent jouer sur la créativité. Merci. Salut. Allô? Je me demandais, dans le fond, au vu de tout ce qu'on a appris, est-ce que le milieu, dans ton expérience, est-ce que le milieu académique, le milieu de la recherche ou donc, cette espèce de milieu-là donne à, supposons, un professeur d'université ou une doctorante les conditions de possibilité de la créativité comme d'advenir un peu? La question, c'est est-ce que dans le contexte académique, on est ouvert à ces possibilités-là? Est-ce qu'on est capable de mettre un contexte qui nourrit ces possibilités-là? C'est un peu ça que... Donc, je vais dire mon opinion. Puis je pense que ça s'applique dans le contexte scolaire en général, hein, pas juste au niveau académique, universitaire ou collégial, mais également au primaire. Je pense qu'on entraîne les gens toujours à avoir la bonne réponse. Et je pense que c'est une erreur. Et ce n'est pas juste une question d'avoir la bonne ou la mauvaise réponse, mais c'est aussi différentes manières, différentes stratégies pour arriver à la réponse. Puis à l'école, si vous vous rappelez bien, on apprenait une technique pour faire des divisions. En tout cas, moi, j'en ai appris une seule. Puis d'ailleurs, je ne me rappelle pas du tout. Qui se rappelle de la technique? Moi, je ne me rappelle pas du tout. Mais il y avait une technique. Alors que la résolution de problèmes, souvent, se fait de plusieurs manières différentes. Et je pense que dans le contexte académique, contexte scolaire, on devrait davantage favoriser l'ouverture aux possibilités. Hein, puis ces zones d'incertitude également, mais ça, c'est juste une opinion. Je ne pense pas qu'il y ait de la recherche qui s'intéresse à ça explicitement. Peut-être, mais je ne connais pas la littérature. Merci. Allô? Allô? J'ai une question justement par rapport au déficit cognitif et à la performance créative. Parce qu'il y a des grands artistes, comme Schumann ou John Nash, par exemple, mathématiciens, qui eux sont diagnostiqués de troubles de santé mentale comme schizophrénie ou troubles psychotiques et qui ont justement une créativité hors norme. Est-ce qu'il y a des liens qui se font par rapport à ça? Oui, c'est très intéressant. Merci pour la question. J'ai une étudiante au doctorat qui s'intéresse à ce genre de questions-là. Elle examine la relation entre la bipolarité et la créativité. C'est super intéressant. Il existe un livre, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du livre exactement, mais qui s'intéresse à ces questions-là. Il y a une prévalence plus élevée de créativité, d'accomplissement créatif chez les gens qui souffrent de santé mentale en général, notamment chez les troubles bipolaires et chez les musiciens notamment. Il y a une prévalence plus élevée à ce niveau-là de bipolarité notamment. Et donc, pour parler de la bipolarité, c'est sur quoi j'ai lu, la schizophrénie et autres pathologies, peut-être je vous connais un petit peu moins. La bipolarité est marquée de cycles d'alternance psychotymique, d'hypomanie, d'hypermanie. Et c'est associé à une variation prononcée dans les émotions, puis dans l'expérience émotionnelle de la personne. Et on sait que les émotions ont un très grand impact sur la créativité. En général, les émotions positives vont favoriser la créativité. Mais en revanche, beaucoup d'émotions négatives. On a tendance, parce que le problème avec la bipolarité, c'est que les émotions négatives, le cycle dépressif est associé à de l'apathie. Donc, quand les gens sont apathiques, ils ne veulent pas être créatifs. En fait, ils vont rien. Donc, c'est un peu la définition. Sauf qu'un certain degré d'émotion négative est associé aussi à la créativité. Parce qu'on est capable de plus focusser sur l'information quand on a des émotions un peu plus négatives, okay, ou un affect un petit peu plus négatif. Donc, le cycle bipolaire ou la cyclothymie en général a un impact devrait avoir un impact du moins sur l'expression de la créativité. Chez les jeunes, je ne peux pas me prononcer plus que ça parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais mon étudiante Florence, elle va se questionner sur ça. Donc,
C'est super. J'ai hâte de voir dans. Il va falloir que tu me reposes la question dans. Ça dépend combien de temps ça lui prend. Mais disons 6 ans. Ça va.